bonsoir à tous. Merci pour l'invitation, pour donc pouvoir présenter la certification biologique. Donc, on fera un point rapide sur la réglementation bio en viti-vinification. Ensuite, je vous présenterai les chiffres de la filière viti bio en AOC Champagne 2024, parce qu'on n'a pas encore les chiffres 2025. Je vous présenterai le réseau de défense et de promotion de la filière bio en Champagne, donc mené notamment avec l'Association des champagnes biologiques. Les premiers résultats de l'enquête de marché sur les champagnes bio en 2024, donc qu'on a mené avec Neoma, donc l'école de commerce de Reims. Et ensuite, donc le témoignage donc, de notre vigneron bio. Voilà, bonsoir Philippe à tous. Philippe donc Lancelot, qui est aussi administrateur au sein de l'Association des champagnes biologiques. C'est ça. Merci pour votre invitation. Merci à vous d'être venus. Alors, on va commencer sur la réglementation bio en viticulture. Ah, pas tout apparaît d'un coup, d'un seul. Oui. C'est pas grave. Donc, la législation sur la production de raisins bio date de 91. Elle est européenne. Donc, on a un règlement européen qui est arrivé. Donc, la conversion, c'est trois années. Et à partir de, au bout de la 3e année de conversion, on a enfin les raisins certifiés bio. Donc, on dit que c'est à la 4e vendange qu'on a les raisins certifiés bio. Il y a 2 étapes pour s'engager en bio. Première étape, c'est notification auprès de l'agence d'État, l'agence bio, et l'engagement auprès d'un organisme certificateur agréé, donc qui peut être Ecocert, Bureau Veritas, Alpe Control, notamment. Concernant la mixité, donc dans une structure, elle est interdite, sauf si la conversion ne concerne qu'une couleur de raisin. On a quand même une dérogation qui est possible de convertir, donc une dérogation qui est possible de 2 ans, c'est-à-dire qu'on peut convertir son vignoble en 2 ans au lieu d'1 an. C'est-à-dire qu'on a 2 ans pour convertir l'ensemble de son vignoble, et cette dérogation-là, elle est à demander auprès de l'INAO. Durant la conversion, est-ce qu'il est possible de valoriser son produit en conversion biologique? Alors, c'est vrai qu'on le trouve sur beaucoup de bouteilles. Par contre, en Champagne, c'est impossible parce que le produit ne doit contenir qu'un seul ingrédient végétal d'origine agricole. Or, dans le Champagne, il y a du sucre, des MCR, donc impossible, à part pour les coteaux champenois, ça se fait de plus en plus d'ailleurs, et le rosé d'Hérissé. Petit rappel pour le traitement contre les maladies fongiques de la vigne, donc pas de pesticides de synthèse, pas d'herbicides, pas d'OGM, donc utilisation de cuivre et de soufre uniquement, plus des plantes. Focus sur le cuivre, parce que je sais que ça pose beaucoup de questions. C'est vrai que le cuivre, il est classé depuis 2015 en tant que substance candidate à la substitution, ce qui fait qu'il doit être réévalué tous les 7 ans. Donc, la dernière réhomologation date de 2018, où on avait une autorisation, donc une règle de lissage qui avait été décidée par l'Union européenne, donc 27 kg par hectare sur 7 ans. En France, on a voulu mettre quelques restrictions en plus sur certains produits, donc on avait cette fameuse mention SPE1 qui interdisait le lissage et qui limitait à 4 kg par an et par hectare. Donc, normalement, en 2018, si vous faites le calcul, 7 ans, donc normalement, on devait en 2025 avoir cette réhomologation-là. Sauf que finalement, l'Union européenne a décidé de reporter ça en juin 2029. C'est la réhomologation au niveau de l'Union européenne se fera à ce moment-là. En revanche, on a notre agence nationale française qui a voulu quand même rendre des décisions sur certains produits qui avaient été d'ores et déjà déposés auprès de l'ANSES, de l'agence française, et qui a donc qui a rendu sa copie en juillet. Et là, nous, on a été très surpris des décisions faites, puisque pratiquement aucun des produits cupriques n'a été réautorisé, seuls 2, et avec des restrictions telles qui sont impossibles à utiliser finalement. Ils ne sont pas efficaces, quoi. C'est des pratiques. Enfin, les conditions sont tellement strictes que ce sera très compliqué. Donc, on a quand même
actuellement encore les produits qui ont été déposés non pas en France, mais auprès de l'Italie. Il y en a 6 ou 8, je crois, qui, eux, pour l'instant, n'ont pas été réévalués par l'Italie. On ne sait pas quand est-ce qu'ils le feront. Est-ce qu'ils vont attendre 2029 comme l'Union européenne ou le faire avant? En attendant, pour l'instant, ils n'ont pas été réhomologués en Italie et donc ils sont utilisables dans les mêmes conditions qu'avant. Donc, il n'y a pas de... Pour l'instant, on peut les utiliser. Voilà. Toute la filière viticole est quand même active sur ce sujet du cuivre. Hein. Il y a quand même donc à la fois la filière viti bio et la filière viti générale. Donc voilà, on est tous actifs et on travaille ardemment sur ce sujet-là. Oui, parce que le cuivre est aussi utilisé par la Convention. Bien sûr, donc, bien sûr. Tout le monde est Oui, un oui. peu dépourvu. Là, actuellement, France Vin Bio, la Fédération nationale pour l'agriculture biologique et la CNAOX, donc, qui sont en charge de regrouper toutes les appellations, sont actifs sur ce sujet et travaillent en interne pour défendre le sujet du cuivre. C'est sur la bonne voie. Bon, croisez les doigts. Il n'y a pas d'autre choix. Donc là, c'est la réglementation bio en viticulture. Passons à la vinification, parce que jusqu'en 2012, on avait des vins issus de raisins certifiés bio. Et à partir de 2012, apparaît la notion de vin bio. Voilà, donc là, c'est la législation européenne avec un règlement européen qui est arrivé. Donc, pour revenir à nos années de conversion et au cheminement, donc jusqu'à la bouteille de champagne. Donc, on a nos 3 années de conversion. Au bout de la 4e vendange, on est certifié bio. On a nos premiers raisins certifiés bio. Et ensuite, à savoir si c'est un millésimé ou pas, on a 15 mois ou 36 mois de vieillissement. Donc, nous, ce qu'on dit à toutes les personnes qui souhaitent se convertir en champagne, c'est qu'à partir du moment où on commence sa conversion jusqu'au moment où on a sa première bouteille de champagne certifiée bio, il y a un delta de 6 ans environ, voilà, à minima. Concernant les prestataires, j'ai mis un petit rappel. Donc, seuls les prestataires transformant le produit doivent être agréés bio. C'est-à-dire que les prestataires pour le dégorgement ou par exemple les prestataires, donc là on est sur la partie vinification, mais les prestataires qui travaillent dans les vignes n'ont pas d'obligation à avoir de certification bio. Voilà, il n'y a pas du tout d'exigence. C'est une question qui revient régulièrement. Petit point, donc les matières premières, donc elles doivent être 100% biologiques, sauf dérogation pour les levures qui ne sont pas disponibles en bio, mais bon, il faut avoir fait une recherche au préalable. Et il y a aussi une liste d'intrants qui est listée dans le règlement. L'ajout de SO2, pardon. Donc, les teneurs, elles sont réduites par rapport au vin conventionnel, donc c'est 155 mg par litre. Pour le bio, contre 185 mg par litre en conventionnel. Et le bisulfite d'ammonium est interdit. La liste des intrants autorisés en vinification bio est listée sur le règlement. Concernant les assemblages, dès lors qu'on assemble du vin conventionnel à du vin bio, il y a des classements. Et le stockage, il faut être très, très prudent et très rigoureux. Hein. Tout doit être clairement indiqué, identifié. Et quand on a des cuves bio et non bio, il faut vraiment bien tout identifier. Voilà. Dès lors que vous avez une question, vous pouvez quand même contacter votre organisme certificateur et votre auditeur. Ils sont là quand même pour vous répondre. Ou l'association des champagnes bio. Mais alors, on répond à tout le monde. Je tiens à le signaler. On répond à tout le monde. Par exemple, on a mis en place une boîte à outils réglementaire et technique sur notre site internet qui est ouverte à tous. Voilà. Donc, avec les textes législatifs en vigueur, les fiches outils qu'on met à disposition, on a un annuaire des prestataires viticoles travaillant dans des domaines bio, donc qu'on met à jour chaque année avec les coordonnées, ce qu'ils font comme activité. Enfin, c'est très détaillé. Là, par exemple, vous avez accès aussi à la liste de toutes les AMM des produits cupriques.
donc détaillé à jour d'octobre 2025. Donc voilà, on a tous les documents, en tout cas, on essaye d'être le plus exhaustif. On a également la circulaire agroforesterie. Enfin voilà, on a vraiment tous les documents. D'ailleurs, si vous voyez qu'il manque des documents, vous pouvez nous le dire. On peut rajouter. Voilà. Vous trouvez difficilement mieux ailleurs. Voilà, et c'est accessible à tous. Voilà, à y aller, hein, parce que c'est vraiment un bon outil. Voilà. Pour les chiffres donc 2024 de la filière bio, les chiffres 2025 seront présentés à l'Assemblée générale donc, de l'association qui aura lieu le 5 février prochain, qui ne seront pas encore consolidés, mais ça donnera quand même la tendance. Donc là, c'est 2024 encore. Donc, on a 641 structures viticoles engagées en bio, donc on revient aux 4%. Indiqué tout à l'heure. On voit qu'on est encore sur une légère augmentation à 2,7%. Donc, contrairement à la filière bio, on dit qu'elle se casse la figure, en Champagne, en tout cas, on est encore sur une croissance. En termes de surface, donc on a 2772 hectares engagés en bio en AOC Champagne, dont 532 en conversion, ce qui représente donc 8% de la surface du vignoble champenois engagé en bio. Et on est encore sur une légère augmentation par rapport à l'an dernier avec 1,5%. Même tendance 2025 à peu près. Par rapport, vous voyez, 2023, 2024 et 2025 aussi. On est à peu près sur la même. Il n'y a pas trop de recul, non. C'est ça, c'est comme ça qui a été très difficile. On a pu s'attendre à une limite. Mais ça peut aussi être un effet cliqué de dire on a fait cette démarche, on a attendu 6 ans, on ne va pas lâcher l'affaire comme ça aussi facilement. Non, c'est bien. De toute façon, il ne faut pas s'arrêter. Oui, pas parce que les années. Un an ou deux, il faut donner. Il faut donner au moins 5 ans, quoi, je pense. Voilà, donc ça c'est les chiffres de la filière, les chiffres de l'ACB que j'ai mis au milieu. Donc c'est un acte volontaire d'adhérer à l'association. On peut être très bien certifié biologique et ne pas adhérer à l'association. Aujourd'hui, on regroupe 184 adhérents. Finalement, il y a un certain nombre d'adhérents qui ont plusieurs structures viticoles. Donc on regroupe environ 200 structures viticoles, ce qui fait 30% des structures bio. Et par rapport à la surface, donc nous, on est à 1175 hectares au sein de l'association, donc 40% du vignoble bio en AOC Champagne. Donc, c'est une belle représentativité tout de même. Voilà. Nous, on a connu une belle évolution depuis 3 ans et demi, depuis que je suis arrivée, que je suis à mon poste. On est passé de 140 à 190 adhérents. Donc, une très belle évolution. Voilà, donc le réseau de défense et de promotion de la filière bio en AOC Champagne. Donc l'association des Champagnes bio, elle est là justement pour fédérer les vignerons bio de l'AOC. Elle n'est pas toute jeune, cette association, parce qu'elle date de 98. Voilà, donc elle a 28 ans. Le but, donc, pour elle, c'est de défendre les vignerons bio, donc à l'échelle nationale, grâce à ces réseaux nationaux, donc France Vin Bio notamment, la FNAB, la Fédération nationale pour l'agriculture biologique, au niveau régional aussi, puisqu'elle adhère à Bio en Grand Est. Et puis, elle est en lien avec toute la filière Champagne aussi, donc à savoir le syndicat général des vignerons, l'Union des maisons de Champagne, le comité Champagne, et puis les chambres d'agriculture, bien évidemment. Et puis, son rôle, donc, c'est d'accompagner les vignerons bio, ses adhérents, donc à la fois techniquement, donc on organise des animations, des ateliers sur le terrain, des dégustations de vin clair, on relaie des formations, on met en place des expérimentations, des protocoles d'essai, etc. On est là également pour pour proposer un accompagnement réglementaire, donc avec une veille réglementaire qu'on réalise, et dès lors qu'il y a des modifications, on informe nos adhérents, comme le cuivre là qui a fait l'objet de plusieurs mails. On répond bien évidemment aux questions sur le cahier des charges, et puis on est là également pour protéger face à l'usurpation du label bio.
qui est quand même un label qui est plutôt reconnu par les consommateurs et c'est vrai, et plébiscité. Et c'est vrai qu'on peut justement voir que certains utilisent trop facilement le label alors qu'il n'y a pas d'engagement. Donc, on veille à ce que ce label soit bien protégé. On met en place des événements conviviaux entre adhérents pour favoriser le partage, la communication, donc fête de l'été, repas d'assemblée générale, la soirée bulle bio. On organise donc des salons, notamment des salons de dégustation pro, partout donc dans le monde, en Europe et en France aussi. Dernièrement, on est parti à Rennes. On organise chaque année notre grand salon bulle bio en Champagne au mois d'avril, pendant le printemps des champagnes, qui réunit 70 producteurs de champagne bio et environ 700 visiteurs qui viennent du monde entier, donc des professionnels, importateurs, restaurateurs, sommeliers. On organise maintenant également des événements grand public parce que c'est bien de sensibiliser, de faire déguster auprès des pros, mais il faut aussi sensibiliser le consommateur final. Donc, on essaye de mettre en place des événements à destination de ces consommateurs finaux. Et puis, on a également un volet communication. Donc, on est très actif sur nos réseaux. On met en place aussi des flyers, des affiches, on fait des dépliants pour les offices de tourisme. Donc, on essaie de communiquer au plus possible sur nos producteurs de champagne biologique. On est l'interlocuteur également principal auprès de la presse. Dès lors qu'il faut parler de viticulture biologique en AOC Champagne, on nous sollicite en premier lieu. Et puis, également, un volet économie-marché, parce qu'on se rend compte qu'actuellement, ce qui nous manque, c'est les indicateurs économiques, production, commercialisation aussi, ça nous manque cruellement. On se rend compte que pratiquement toutes les autres régions viticoles françaises ont des services économiques, ont leur interprofession générale qui traite des chiffres bio, et nous, ça nous manque cruellement. Donc, on a initié cette commission et voilà. Donc là, par exemple, on a travaillé sur une enquête de marché sur les champagnes bio avec l'école de commerce Neoma. C'est pas décisif pour Gucci pour que... On a même marqué mon mode busqué là. J'en suis très contente. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. On vous incite. Et donc, on va pouvoir vous présenter les premiers résultats de l'enquête de marché sur les champagnes bio pour l'année 2024, qu'a mis en place l'association avec l'école de commerce Neoma et donc en particulier Nicolas Beaufort qui est en charge de la chaire bioéconomie. Donc ça, c'est les premiers résultats qu'il m'a donné là, en fin de semaine. Et il y aura une vraie présentation, une grande présentation à notre Assemblée générale. Donc, je vous invite à venir à notre Assemblée générale le 5 février prochain à Vertus. Voilà, il présentera vraiment toute l'enquête. Donc, ce qu'on se rend compte, donc il y a eu à peu près une centaine de réponses sur les 600 structures, donc 16%. Voilà. C'est là aussi où il nous faudrait que des instances qui aient accès à toutes les données puissent finalement s'intéresser, parce que nous, c'est une enquête qui est volontaire finalement, et les chiffres sont limités finalement. Donc, 59% de ces répondants, donc de cette centaine de répondants, déclarent commercialiser des raisins bio. Voilà, en moyenne 15 000 kilos, mais il y a de fortes variations. 49% commercialisent des bouteilles bio, donc en moyenne 25 000 bouteilles. Le prix moyen varie entre 22 et 28 € la bouteille, et la différence entre la bouteille bio et la bouteille conventionnelle varie entre 15 et 40%, donc c'est très fluctuant. Et il y a 29% des structures qui commercialisent des vins clairs bio. Donc, on voit là qu'il y a une évolution parce que on avait déjà mené une enquête de marché sur l'année 2022, il me semble, et une en 2019. Et on voit qu'il y a une évolution du profil, qu'il y a de plus en plus de vendeurs de vins clairs bio. Concernant les circuits de distribution, donc la vente directe,
C'est très variable, ça va de 0 à 100%. Voilà. Ensuite, les cavistes et distributeurs, c'est très variable aussi selon les structures. Café, hôtel, restaurant, c'est de 15 à 50% des volumes. La grande distribution, ça peut aller jusqu'à 30%, ça peut représenter jusqu'à 30% pour certaines structures, mais c'est très, très variable. Voilà. Et on voit que ça, c'est récent, parce qu'il y a 3 ans, lors de la dernière enquête, il y avait 0 pratiquement à la grande distribution. Donc là, il y a une sacrée évolution. Vente en ligne, là, ça commence seulement, et c'est de 0 à 25%. Et puis ensuite, il y a les salons professionnels. Donc, il y a quand même une importante évolution au niveau progression sur la grande distribution, la vente en ligne et les salons également. Voilà. Mais surtout la grande distribution, où il y a 3 ans, il n'y avait rien. Donc, c'est des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché aussi. On se rend compte qu'il y a des grandes maisons qui arrivent sur le marché avec des premières bouteilles à vendre. Donc, par rapport au prix à l'export, donc le prix moyen varie entre 26 et 32 € la bouteille. Pour l'entrée de gamme, c'est entre 20 et 29 €. Et pour le haut de gamme, alors là, c'est extrêmement large parce que ça va de 35 à 165 € la bouteille. 35% des répondants exportent. On le voit, nous, dans nos salons. Hein. C'est des salons, quand on fait des salons, même à Rennes, on avait des étrangers qui sont venus jusqu'à Rennes pour déguster les champagnes bio. Donc, l'international marche beaucoup. Et ça représente entre 35 et 40% de chiffre d'affaires. Donc, c'est une part non négligeable. Les destinations principales, donc l'Europe, 70% des exportations. Et l'Italie, c'est la destination principale. Mais l'Allemagne aussi, ça commence à l'être. Et les pays à monopole sont présents également. Ensuite vient l'Amérique. 20% des exportations, avec en premier lieu les USA. Puis l'Asie, avec 8% des exportations, et notamment le Japon. Et c'est un export haut de gamme. Mais vous verrez, donc je vous invite à, je vous réinvite une fois de plus, le 5 février, Tout ça vous j'adore. à Vertu, à 9h30, où vous pourrez donc découvrir cette enquête de marché en avant-première, intégralement, parce que là, vous la découvrez en avant-première. Voilà. Et ensuite vient... Je ne l'ai pas fait exprès, mais je crois que j'ai la même chose. Ça n'aura plus sexe. Je n'ai pas fait gaffe. C'est pas mal. Bonsoir. Et merci à nouveau pour votre invitation ce soir. Bonsoir à tous. Donc, une petite présentation. Alors, Philippe Lancelot, j'ai repris l'exploitation. Vas-y, Anne. J'ai repris l'exploitation de mes parents il y a une vingtaine d'années, une petite exploitation qui est située non loin d'ici, à Cramant. Voilà, donc avec des vignes qui sont sur Cramant, Chouilly, secteur Côte des Blancs, à Vizoiry, mais également non loin d'ici, en fait, sur les hauteurs du Mont Vernon, donc sur le Pernay avec les 3 cépages. Donc, au départ, en fait, moi, je voulais être sommelier. Bon, et puis, en fait, j'ai fait un stage au Royal Champagne à mes 15 ans, en 3e, et en fait, je crois qu'on a fait exprès de me faire quitter tard pour faire comprendre que c'était quand même difficile. Puis petit à petit, en fait, voilà, je suis allé au lycée viticole 4 ans. Après un petit peu de commerce, je suis parti en Australie, en Nouvelle-Zélande, découvrir un petit peu ces nouvelles terres, ces nouveaux vignobles. Et puis, bon, bien sûr, par faire l'anglais, parce que voilà, pas d'anglais, no English, no business, chose très importante aujourd'hui. Et puis voilà, en fait, tu reviens de Nouvelle-Zélande, tu es sur les petits nuages, entre guillemets. Hein, tu te dis, bon, ben, pourquoi pas partir là-haut, parce que je peux dire que c'est mieux, hein, mais c'est très intéressant. Ils font aussi aujourd'hui de belles bulles. Et puis petit à petit, tu reviens et puis tu te dis, ouais, bon, on est un petit peu dans notre bulle en Champagne des fois, avec entre guillemets, les réfractaires, on a vu ça, mais aussi une bulle où il n'y a jamais eu autant d'effervescence. Les choses aujourd'hui bougent, et je pense de plus en plus, et tant mieux d'un point de vue environnemental, hein, voilà, et aussi pour la qualité des vins, il faut le souligner. Et puis, en fait, voilà, je ne vais pas dire on se laisse vivre, mais il y a un moment où, en fait, là, c'est l'amateur plus que le vigneron
on déguste et puis en fait, on se rend compte qu'on a peut-être un peu plus de finesse, plus de pureté à travers des vins issus de vinification, enfin, d'une agriculture bio. Voilà. Et puis, on parle de biodynamie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voilà, au début, je ne vais pas dire que ça donne un petit peu mal à la tête, mais bon, le nom est sympa. Et puis, bon, au début, tu te dis, c'est un petit peu de l'artifice naturel et tu ne saisis pas parce qu'on voilà, on est sur une philosophie, puis en fait, on déguste et on se rend compte qu'il y a des choses intéressantes. Et puis, un jour, c'était en 2008 ou 2009, ça a été vraiment le point de départ, le point d'orgue, j'aime bien dire. Et j'ai goûté un coup, c'était à millésime 95 des champagnes fleuries, voilà, un super domaine avec des gens qu'on apprécie pour bon nombre, beaucoup, voilà. Et puis en fait, on a été bien reçus au domaine et en fait, j'aime bien dire à mes clients, des fois, même en anglais, j'ai ressenti la galaxie en bouche, alors ça fait rire. Et ça me refait penser aussi à des leçons d'astronomie quand j'étais ado, voilà, dans le midi de la France. Et en fait, là, tu te dis, c'est fou parce qu'aujourd'hui, il y a des choses, je ne veux pas dire qu'on n'arrive pas à exprimer. Hein. Bon, je n'ai pas dit que je ne croyais plus du tout à saint Thomas, hein. Mais en fait, on sent des choses, plus d'épanouissement, des vins avec plus de relief. Voilà, alors, il n'y a rien de parfait, hein, bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous apporter à travers mon témoignage? Voilà, c'est qu'en fait, bon, j'ai commencé petit à petit des essais avec le lycée viticole à Avise en 2010 précisément, 2011. Et puis j'ai commencé avec Franck, voilà, avec Viticoncept, donc pour connaître déjà bien en fait ces parcelles et puis aussi les N-testeurs, ça permet avec votre réseau, ça permettait de mesurer, de connaître un petit peu la vigueur et la sensibilité entre autres. Voilà, derrière en fait on va dire j'aime pas dire des rendements soutenus, mais on a toujours dit un petit peu que la Côte des Blancs, c'était des murs à raisin. Donc, c'est vrai qu'on est passé d'une moyenne exploitation en 2011 de 14 000 kilos je ne veux pas dire nettement moins, 2012, voilà, bon, on passait les charrues, c'est la deuxième année, hein, voilà. Et puis, c'était une année où il n'y a pas eu beaucoup d'eau avant les vendanges, donc les racines nourricières, voilà, ont donné quand même moins de raisins. Voilà, on est passé après en 2012 à 8500 kilos, voilà. Donc, en fait, j'avais fait des essais, donc 2 ans avec le lycée viticole, et puis petit à petit, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas s'équiper d'un pulvérisateur avec des descentes. Et en fait, on s'est équipé en 2012. Et puis, j'ai retrouvé une vieille connaissance qui, lui, avait une expérience d'une maison de champagne, voilà, qui était aussi, elle, comme les champagnes fleuries ou d'autres vignerons, voilà, faisant des lieux-dits, de la biodynamie. Donc, c'était quelqu'un qui travaillait au Champagne Leclerc-Briand. Voilà, qui m'a dit, vas-y, laisse-moi ma chance. C'était un peu le premier prestataire, entre guillemets, bio en Champagne. Et voilà, il avait un ressenti, un feeling qui m'a emballé. Et puis, j'étais son premier et seul client. Voilà. Puis, petit à petit, en fait, alors 2012, alors certains l'ont appelé 2012, voilà, parce que c'était l'année carabinée en termes de mildiou. Et je me souviens que là, en fait, à la fin des comptes, alors ça, c'est pas forcément bien, mais il faut l'avouer, on était au-delà de la limite réglementaire de cuivre. Mais ça permet d'apprendre et de rentrer en vendange. Voilà. Puis petit à petit, eh ben, l'oiseau fait son nid, comme on dit. En fait, on prend de l'autonomie, on connaît ses parcelles. La chance que j'ai sur l'exploitation, c'est qu'en fait, les vignes sont proches. Donc, des fois, avec la camionnette, le tour en 1 heure et demie, en 2 heures, j'ai le temps de faire le tour des 15, 17 parcelles. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, bon, la chance aussi sur le secteur Côte des Blancs, voilà, on n'est pas rien à voir. On a une parcelle qui est à la limite Mardeuil sur Épernay qui regarde la Marne, qui est plus aux premières loges face à la Marne, donc de l'humidité. Voilà, donc voilà, on voit que c'est déjà des parcelles différentes, voilà, qui récient pas aussi bien. Voilà, la chance du secteur Côte des Blancs, on est vraiment sur la craie pure, des sols qui récient plutôt bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est qu'en fait, voilà, la chance que j'ai eue, c'est que mes parents m'ont laissé tout faire. Bon, il y a l'heure des comptes, hein, voilà, on va y parler parce que c'est bien d'avoir des idées, hein,
de faire du bio ou, comme disent certains, les poudres à perlimpinpin, tout ça. Mais voilà, l'idée, c'est qu'en fait, il y a le résultat dans le verre. Voilà. Est-ce que oui ou non, ça procure davantage de plaisir à l'amateur, voilà, que ce soit en France ou à l'étranger, tout le monde s'en inspire. On se rend compte que les risques, voilà, c'est comme dans beaucoup de choses, en fait, on les mesure. Voilà, c'est pour ça la chance d'avoir des parcelles proches. Et c'est de rentrer en vendange, parce qu'il ne faut pas oublier des fois le banquier, hein, enfin surtout pas, les métayages, les fermages. Donc c'est comme tout, il faut y aller étape par étape. On voit qu'on a une évolution climatique, il ne faut pas oublier ça. Alors j'ai un énologue qui lui me vient dire, moi je me souviens, voilà, parce qu'il a pas mal d'années au compteur, il se souvient des années 90, 2005, 2018 et notamment 2018 où c'était vraiment une toute première. Je crois qu'on a découvert en Champagne ce qu'est l'échaudage, peut-être un tout petit peu avant, hein, et 3 épisodes caniculaires plutôt intenses. Voilà. Donc derrière, des vinifications qui nécessitent plus d'appréhension, plus d'observation, d'anticipation, des mots un peu carencés. Voilà. Donc on essaie de trouver des solutions, bien entendu en respectant les cahiers des charges bio. Hein. Anne l'a bien souligné tout à l'heure, parce que le bio, la culture bio, c'est une chose, mais d'aller plus loin aussi sur les vins, c'en a une autre. Donc maintenant, ça fait une bonne depuis 2012. Donc on a essayé, voilà. Donc aussi 2012, en fait, c'est la première année où on a fait ces préparations biodynamiques et on mesure, au-delà de la dégustation du ressenti, on peut faire ce qu'on appelle des cristallisations sensibles. Hein. Je suis peut-être parlant un peu tout azimut, entre guillemets, mais en fait, la cristallisation sensible permet de mesurer en fait je dis bien des qualités intrinsèques sur une matière vivante. Donc, que ce soit de la terre, du compost ou du vin, voilà. La cristallisation. Sur rentabilité de la certification bio. Alors, c'est vrai que c'est plutôt le 2 février où on va être plus sur la partie technique viticole. Donc, je vous invite à revenir le 2 février. Si vous voulez, moi aussi, je fais un petit tour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, ouais. C'est bien reçu déjà. Donc, non, mais c'est vrai que sur la partie aussi rentabilité économique, c'est vrai qu'il y a eu des années aussi 2025, les dernières années aussi qui ont été. Alors, voilà. Certains se posent des questions. Voilà. On a vu la courbe où ça stationne un peu. C'est vrai qu'il y a une envolée, 2019, 2020, bon, il y a eu le Covid. Bon, les gens se sont dit, bon, attention, les gens, le consommateur, enfin, j'aime pas dire ce mot-là, consommateur, mais bon, c'est le mot à utiliser tout de même. Il va être plus exigeant. Ne pas oublier qu'il y a des appellations en Europe, pour ne pas les citer, qui vont avoir l'obligation, dans quelques temps, d'être certifiées bio pour avoir cette appellation sur l'habillage. Donc, ça représente des dizaines, voire des centaines de millions de bouteilles. Enfin, plusieurs, oui, centaines de millions de bouteilles. Et ils se sont rendus compte chez eux, entre autres, voilà, pour l'Espagne, que, en fait, l'agriculture biologique, non seulement leur posait pas d'inconvénients, comme nous, hein, en fait, la pression maladie, ou aussi comme en Gironde, voilà, où on se rend compte que il y a des limites. Hein. On se souvient de 2021, 2024. Un moment, c'est à quel moment on passe, quoi. Donc, usage de chenillard. Voilà, le chenillard, on va dire, à peu près 25 ans, 30 ans pour les petits modèles en Champagne, mais c'est vrai qu'il est pratique. Voilà. La chance d'avoir des vignes assez proches et de les connaître. Il vaut mieux passer plus souvent, bien observer et surtout prendre des choses bêtes en considération, mais la lune, voilà, la lune, une pleine lune, non loin de la fleur, bon, s'il y a une pression maladie, je pense que la lune peut être amplificateur, voilà. Donc, je ne sais pas si tout ça on peut le prouver, mais c'est des ressentis, voilà, ça marche beaucoup au ressenti et puis à l'envie, voilà. Donc la partie, voilà, l'économie, donc on y vient. Voilà, l'économie, c'est qu'en fait, au final, il faut apprendre peut-être pour gagner, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, 2011, je le disais tout à l'heure, en fait, on était sur 14 000 kilos. 2012, hop, on passe à 8 500, mais en moyenne, on va dire sur 10 ans, en comptant aussi un petit peu de gelée, si on compte 5% de perte de gelée sur 10 ans, on arrive à 8 500 kilos hectares. Donc, ce qui est important, c'est de connaître son prix de revient au kilo. Bien entendu, il y a quand même plus de temps à passer quant au traitement, ça c'est sûr. Donc,
je ne sais pas, Franck, il faut compter à peu près 25-30% de traitement en plus par rapport au conventionnel. Quelque chose comme ça. Mhm. Oui, oui. Ça diminue, voilà. Maintenant, c'est plus de temps, en fait, voilà, pour les traitements. Et puis, oui, il peut y avoir des années. Alors, la chance aussi de la Champagne, c'est d'avoir une récolte d'avance avec cette réserve. Donc, c'est vrai que la force de l'appellation, c'est des bruts de 100 années, je crois que c'est 85%. Donc, on peut se permettre des choses, mais étape par étape. Je pense qu'il faut essayer déjà dans un premier temps sur la parcelle la plus proche. Mais la valorisation, elle est possible. Voilà, j'ai eu la chance. Bon, là, en ce moment, oui, on traverse tous une crise, c'est quand même difficile. Moi, je suis nouveau sur le marché, entre guillemets, donc il faut un petit peu de temps, je ne vais pas dire pour être reconnu, mais pour que les vins soient appréciés à leur juste valeur, à leur juste prix. Je peux en valoir la chandelle déjà sur les cuvées les plus haut de gamme. Mais voilà, je pense que l'idée du bio, on l'a souligné là tout à l'heure, c'est que c'est un engagement. Voilà, il faut 5 ans. Voilà, on ne peut pas avoir 36 discours ni 2 à terme. Voilà, donc. Ok. C'est plus compliqué que les années précédentes. Il faut davantage se battre, il faut se présenter, il faut participer au salon. Même si c'est à la baisse, ça reste tout à fait acceptable, largement même. Voilà. C'est une baisse qui est équivalente à celle de la profession? Je dirais moins. Alors là, peut-être un peu moins. Alors ça, c'est une bonne question. C'est une on ne sait bonne pas question. trop. On n'a pas les indicateurs. C'est vrai qu'en Champagne, sans dire de mal, on dit ça va les ventes? Oui, oui, oui. Je plaisante, mais Ah bon? Après, j'ai pas lu. après, tout dépend si on parle de volume ou si on parle de valorisation, de prix. Hein, voilà. D'accord. Oui, oui. Ah oui, 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 oui. Et sur vidéo, il y a beaucoup de Vignerons stars sous la location, donc c'est peut-être moins. Oui, 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 oui. Ouais. Qui arrivent avec les premières bouteilles de champagne bio. Donc, c'est intéressant de savoir si eux, ça marche commercialement. Mais donc là, pour l'instant, je n'ai pas trop de retours discrets. Mais c'est vrai que les vignerons stars, entre guillemets, n'ont pas de. Ils ont pas assez de vin, voilà. Comment? Exactement. Ouais. Oui, oui. Bon, la plupart s'en inspirent. Hein, voilà. Dans le témoignage. Voilà. Et puis, il y a quelques années, au sein du Nager, je crois que ça avait été un peu souligné. Alors, je ne vais pas encore vendre notre paroisse, mais je crois que la revue du vin de France avait souligné parmi les meilleurs champagnes, voilà, c'était un peu un palmarès. Donc, il y avait au moins 50% des champagnes de vignerons qui étaient engagés en culture biologique. Voilà. Mais donc, on sent que le consommateur est de plus en plus réceptif quand même au label bio. Il réfléchit de plus en plus à ce qu'il voit, même les jeunes. Donc, c'est vrai qu'il y a une tendance à la baisse de la consommation d'alcool. Mais en revanche, on se rend compte quand même que les jeunes boivent moins, mais de meilleure qualité, s'intéressent plus. Les cavistes augmentent quand même. Donc, il y a un changement de façon de consommer. Un afterwork sur la commercialisation le 16 mars aussi. Agenda, je distille quelques petites infos. Voilà, un petit panorama et puis voilà. Et oui, une question? Oui, il faut que je rappelle. Ah. Complète. Oui, la réserve à 1600 kg, c'est compliqué. C'est vrai qu'en bio, souvent les réserves, elles sont déjà bien attaquées depuis 2024. Il a été attaqué, derrière 2021. Après, le seuil de rentabilité, certainement, il va. Oui, non, mais tout le monde, heureusement. Et c'est un bon outil. Ça dépend des facteurs. Non, mais bien sûr. Merci. On va rester. Je vous en prie. Encore une question. Alors, quelles sont les aides pour rester en bio?
Depuis 2017, n'a pas depuis changé, il y a pas de changement. Emmanuel Macron, en fait, les aides ont été arrêtées, hein, Ah voilà. oui. Donc, après, il y a des aides qui touchent entre autres l'agroéquipement, donc des fonds FEADER, des fonds européens. Voilà, il faut pas l'oublier. Et merci à toutes ces institutions. Enfin voilà. Je crois qu'on peut avoir des aides allant quasiment jusqu'à 50% sur tout ce qui est entretien des sols. Voilà, il y a des choses plutôt formidables, bon, qui s'amenuisent petit à petit, parce que bon, voilà, on est dans une conjoncture, mais je crois qu'il y a des choses qui sont encore soutenues, et tant mieux, voilà. Sur les investissements, peut-être. Voilà, Investissements ouais, matériels, parce que je crois que pour travailler la tout ça. ligne, c'est le bilan carbone, c'est pas négligeable du tout. La Champagne est moins soutenue. Quand on voit les autres vignobles, c'est quand même pas la même situation. Ah non, Oui, non, oui, mais ça, c'est sûr. Il y a ce vignoble où ils ont malheureusement pas les mêmes trucs. Hein, nous sommes plutôt privilégiés. Ouais. Les Faut 2500 savoir. euros, ça existe toujours. Oui, c'est ça, il y a un crédit d'impôt, oui. Il est très fini mais c'est la conversion. Ouais. Crédit d'impôt, c'est ça. Ouais, mais je sais pas. 2500 pour la LDO. Et 3005, je crois, pour le bio. 3500. Ouais, c'est ça. Ils l'ont passé à 6 000. Oui. Très rapidement. Oui. Pour 6 000 pour ceux qui se convertissent, du coup, à partir de. Je pense qu'il y a des ça à respecter, il faudrait voir au cas par cas pour être. Certainement pour la période un peu de transition, peut-être où ils aident surtout. Oui, et puis j'imagine. Non, il n'y a plus d'aide au maintien, mais par contre, pendant les périodes où on fait les efforts viticoles et où on n'a pas le retour sur investissement éventuellement de valorisation. Merci. Je vais passer la parole à